Salut les amis, alors aujourd'hui on ne va pas aborder un principe philosophique japonais, on va plutôt aborder deux grands principes qui me tiennent terriblement à cœur. Le premier c'est la gestion de votre vie à travers vos objectifs d'arts martiaux et la deuxième c'est justement cette longévité martiale qui est censée nous caractériser. On voit ça ensemble, c'est parti. Alors les amis, on va aborder ces deux sujets et bien évidemment à la fin de ce petit tuto, je vous donnerai des exercices, des astuces, des choses à faire directement au sein de vos clubs pour pouvoir travailler ces deux philosophies, ces deux principes. Et comme je vous le disais, je suis le plus admiratif, le plus respectueux et le plus impressionné des personnes qui réussissent dans la longueur, sur la longévité. Pour moi, les arts martiaux, c'est un travail de fond, c'est un travail d'une vie et c'est un travail qui doit être palpable sur la longueur, au fil des années. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais des personnes qui vont cravacher d'arrache-pied pour obtenir des compétences qu'ils vont finir par totalement oublier. Des personnes qui ont cravaché pour réviser par exemple un kata. Ils vont apprendre un kata, ils vont le réviser, peut-être parfois même au point de passer un dan, peut-être parfois au point de gagner une compétition, et puis 2 ans plus tard, ils n'ont plus aucune idée de comment faire le kata. Quel intérêt? Si tu t'en souviens plus, quel est l'intérêt de l'avoir appris en premier lieu? Autant de ne pas l'avoir appris, puisque de toute façon, visiblement, à terme, tu t'en souviendras plus. Donc, il n'y a aucune utilité. Et comme je n'aime pas perdre mon temps, pour moi, le temps, ça doit être organisationnel, ça doit servir à quelque chose. Même si c'est du temps de détente, il est organisé. C'est-à-dire que parfois, je suis comme un humain, je me mets devant la télé et je relaxe mon esprit, je m'évade un peu, j'ai besoin de ça aussi. Mais je sais que mon temps, je le consacre à des choses qui, globalement, me servent sur le long terme et vont pas juste être du temps perdu. Je supporte pas ça. Donc, quelqu'un qui va s'entraîner, et ça, on va dire, c'est facile pour tout le monde d'être bon un jour. Vous prenez n'importe quel objectif, vous posez des jours pour avoir du temps devant vous. Vous prenez un coach éventuellement, si vous en avez besoin, qui va vous expliquer comment faire. Même si vous deviez passer un bac ou un diplôme ou n'importe quoi, un truc technique, tant qu'il y a quelqu'un qui vous dit quoi faire, si vous n'êtes pas, on va dire, trop bête pour comprendre ce qu'on vous dit, s'il vous l'explique correctement et si vous êtes capable de faire des exercices préparatoires, globalement, l'objectif, vous allez l'atteindre. Alors, toute proportion gardée, si vous avez comme objectif de faire les Jeux Olympiques ou des objectifs qui sont extrêmement élitistes, sur la totalité de la population mondiale, ça va peut-être être plus compliqué. Mais à votre niveau, des objectifs qui sont faisables par des êtres humains normaux, vous allez pouvoir les atteindre. Donc quel intérêt de cravacher, de poser des jours, d'avoir des coachs pour bosser des objectifs, si c'est pour derrière, s'arrêter, faire autre chose et tout oublier. Je trouve ça extrêmement dérangeant. Les Japonais ont bien compris cette philosophie, là aussi, de longévité. À Keiyo, qu'est-ce qui se passe? On a le Dan Keiyo. Et le principe de Keiyo, c'est justement d'éviter de hiérarchiser les niveaux pour se dire que justement, en fait, un premier Dan peut être bien plus compétent qu'un 5e Dan dans certains domaines. Parce que lui, il va travailler sur l'instant T un domaine précis que le 5e Dan aura appris il y a quelques années, qu'il aura peut-être oublié, parce que lui, il se concentre sur un autre domaine. Donc, c'est difficilement quantifiable. Autant dire qu'on fait tous des recherches, c'est comme un laboratoire de scientifiques, et un jour, le chercheur va faire des recherches dans ce domaine-là, un jour, lui, il va faire des recherches dans ce domaine-là, peut-être que dans 10 ans, ce sera l'inverse, et voilà, on ne peut pas juste se dire, toi, tu es meilleur que tout le monde, oui, mais lui, il travaille ça, et toi, tu t'en souviens plus. Donc, globalement, ça révèle deux choses, c'est que le niveau global d'un pratiquant n'a pas besoin d'être quantifiable, mais surtout, il a, et pour le meilleur, plutôt intérêt à être qualifiant ou plutôt de qualité sur le long terme de sa vie. C'est-à-dire essayer, quitte à apprendre des katas, à les réviser pour ne pas les oublier, quitte à donner des cours, c'est pareil, on peut s'atteler à faire un certain travail, mais si c'est pour arrêter derrière, où est l'intérêt ? Si c'est pour aller chercher une ceinture et derrière, on coupe et puis on fait plus rien, quel est l'intérêt? Autant de n'avoir rien fait. Si c'est juste pour avoir un diplôme ou si c'est juste pour s'acheter un grade ou une ceinture, vous pouvez le faire sur Internet. On a vu des tutos pour le faire. Vous allez à Decathlon, vous brodez une ceinture, ça coûte 15 € et vous allez être très content. Mais quel est l'intérêt? Encore une fois, j'ai du mal à concevoir le one-shot et le plus rien derrière. Pour moi, les arts martiaux, c'est une question de longévité.
Donc ça, c'est le premier principe. Et comme je vous le disais, à mes yeux, c'est quand même assez facile d'atteindre certains objectifs, beaucoup d'objectifs en vérité, à partir du moment où on ne se consacre qu'à ça et que derrière on ne fait plus rien. Mais c'est encore plus facile lorsque on le fait au détriment du reste de sa discipline. Quelqu'un qui veut être très bon en combat et qui ne connaîtrait rien d'autre. Ouais, ok, toi tu fais pas de kata, toi tu fais pas de travail traditionnel, tu connais pas l'histoire, tu connais grosso modo rien d'autre que ce qui t'intéresse. Donc c'est facile effectivement de mettre tous ses œufs dans le même panier en disant bah ouais, moi je vais faire que ça, comme ça je suis très bon là-dedans. Ben oui, mais le reste, si c'est au détriment, où est l'intérêt? C'est aussi très facile d'être très bon dans un domaine martial, dans votre discipline, à partir du moment où c'est au détriment de tout le reste dans votre vie. Et pour moi, comme je vous disais, j'étais très admiratif des personnes qui réussissent à avoir un équilibre de vie dans la gestion de leurs objectifs. Ben c'est ça. Si effectivement la pratique, c'est au détriment de votre vie privée, waouh, c'est compliqué. Si derrière vous n'avez plus de vie du tout, que vous sortez plus, que vous n'avez plus de contact social, que c'est au détriment de votre couple, de vos enfants, de votre vie professionnelle, bah forcément, vous serez peut-être très bon dans un domaine là, mais si c'est au détriment du reste, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se virtualiser sur la longévité de votre vie? Ça va être aussi très indélicat. Donc, avoir une bonne gestion, réussir à trouver un équilibre, cette justesse, justement, pour moi, est très admirable de se dire, ok, j'atteins des objectifs, je reste persévérant, même si je suis peut-être pas à ce niveau-là, je suis peut-être qu'à ce niveau-là, mais ce niveau-là, je l'aurai peut-être qu'un jour. Je préfère avoir ce niveau-là, mais toujours, d'accord? Mais pas ce niveau-là parce que j'ai arrêté de travailler et j'ai arrêté d'étudier ma discipline. Pour moi, l'équilibre doit être trouvé pour permettre justement à tous les objectifs de vie professionnels, privés, familiaux, romantiques, sportifs, tout ça, ça doit cohabiter avec justesse. Vous savez, encore une fois, dans la vie, il n'y a rien de mauvais, c'est l'excès qui est mauvais. Donc, il faut essayer de trouver une justesse dans tout ça, dans tout ce travail-là. Et derrière, au sein même de sa discipline, trouver une justesse pour se dire, ok, je vais me détacher, me spécialiser, peut-être me focaliser là-dessus, mais ce ne sera pas au détriment du reste. Pendant des années, on m'a dit, bah, disons que Cyril, t'enseignes toujours, et t'en fais beaucoup. Bah oui, c'est que j'ai démarré l'enseignement il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, j'enseigne encore, et je pratique beaucoup d'ailleurs. Je fais quasiment tous les soirs de la semaine, sauf le jeudi. Donc, le samedi, c'est pas le soir, c'est dans la matinée. Donc, j'ai mon jeudi en soirée, et encore avant, j'avais le Iaido, et puis j'ai mon dimanche de libre. Mais je peux me permettre de placer des choses le soir parce que j'ai du temps de libre. Parce que en faisant le métier que je fais depuis même 15 ans, ça fait depuis presque 20 ans maintenant, ouais, ça fait 20 ans que je suis à mon compte, j'organise mes horaires, j'organise mes journées, j'organise beaucoup de choses. Et ça me permet d'avoir du temps. Donc j'ai eu je sais que j'ai cette chance incroyable de pouvoir gérer et organiser justement la gestion de mes objectifs. Pour me dire que professionnellement, j'ai besoin de ça, mais si je travaille au dojo le soir, j'ai peut-être besoin de récupérer plus. Donc mes journées, je ne les commençais pas, je me levais pas à 6 heures du matin, comme malheureusement beaucoup de personnes en France et sur Terre, ils sont obligés d'aller au travail très tôt, de prendre des transports. Moi, j'avais pas déjà ces problématiques. Donc, j'avais une meilleure récupération. Le fait de travailler pendant longtemps à la maison, d'être dans un métier où j'ai une reconnaissance, où j'ai un métier qui travaille, le monde des arts martiaux, ça m'enrichit pour mes cours du soir. Le fait pendant très longtemps d'être au dojo avec ma compagne. Donc on se voyait aussi au dojo, donc c'était pas au détriment. Il y a beaucoup de choses qui m'ont permis en fait d'avoir un équilibre par le biais de la chance de mon métier. Je sais bien, j'ai des collègues, j'ai des élèves qui arrivent le soir au dojo. Le cours commence à 21h, ils viennent de rentrer à 20h30. C'est très compliqué pour eux. Et puis ils vont quitter le dojo à 22h30 ou 23h et le lendemain ils travaillent. Ils doivent se lever à 6h. Donc je peux comprendre qu'il y a un impact très lourd sur leur vie et qu'ils viennent impacter un petit peu les choses. C'est très dur de leur demander d'avoir des objectifs et d'être hyper performants dans des conditions qui sont parfois très compliquées. Le contexte est parfois très compliqué. Mais le but, c'est que tout à chacun doit essayer de trouver un équilibre, une justesse, pour avoir le temps de tout faire d'une certaine façon. Moi, c'est mon plus gros problème dans la vie, c'est que je suis passionné par énormément de choses. J'ai bien sûr les arts graphiques, puisque c'était mes amours premiers qui m'ont permis d'être à mon compte et de faire justement de l'audiovisuel. Mais j'ai aussi la musique,
j'ai la course à pied, j'ai le sport et j'ai plein d'autres activités. J'aime beaucoup aussi jouer avec mon fils. Je veux du temps pour lui. Je veux l'emmener ici ou là. On a des passes pour aller à Disneyland, donc on est régulièrement là-bas. J'aime bien le jeu vidéo aussi. J'aime bien tout ce qui est les nouvelles technologies. Donc j'ai envie d'avoir du temps pour tout faire. Le problème, c'est que je suis obligé de rogner, et la preuve, puisque dans certaines disciplines annexes que je faisais, j'ai dû en arrêter certaines parce que de toute façon, j'ai pas le temps de tout faire. Si je fais tout, il y aura rupture de la balance et ce sera au détriment. Donc, encore une fois, la longévité, cette énorme longévité qui doit être constante, et cette constante martiale, c'est-à-dire la régularité de pratique, la régularité d'études, la régularité dans votre progression, parce que vous devez toujours être dans un objectif de progression et pas dans un objectif de stagner ou pire de régresser. Donc tout ça, même si c'est sur une pente très douce, ça doit exister. On ne peut pas avoir une pente comme ça sur la longueur de sa vie. On est obligé, c'est un marathon, on va forcément de temps en temps avoir un petit pic où on va montrer un petit peu ce qu'on sait faire, donc on va s'y préparer spécifiquement, on va organiser quelque chose pour être très présentable. Mais globalement, un truc tout bête, et là on arrive donc à la fin de ce tuto où je vais vous donner 2-3 petites choses à faire pour être sûr que ce soit conservé. Par exemple, moi au dojo, je me fais un point d'orgue à me dire que mes élèves peuvent me demander n'importe quel des 26 katas du Shotokan et des katas que l'on travaille sur les formes de Keiyo, les formes d'Okinawa ou les katas au bâton, je dois être capable de leur montrer ou de les corriger ou de les expliquer. Je ne peux pas me dire « Ah, ouais, non, ceux-là, je les ai pas, ceux-là, je les aime pas ou ceux-là, je les ai pas révisés. » Non. Alors, me dire que je les ai tous à fond en mode passage de grade ou compétition, ce serait faux. Parce qu'il faut que je les révise spécifiquement avec certains objectifs si je veux les présenter de telle ou telle façon. Mais globalement, je ne peux pas me couper de ça. Parce que j'ai un grade à tenir. Je ne peux pas me dire, ok, non, ma constance, ça va être aussi de travailler cette façon-là. Ça va être aussi de travailler le travail par deux, l'acuité, la kinesthésie, la somesthésie pour la sensation, la rapidité, le timing, toutes ces choses-là, tout le travail par deux. On parle parfois de self-défense. La self-défense, c'est quand même l'idée, et souvent pour ceux qui parlent d'efficacité dans les arts martiaux, c'est l'idée de pouvoir s'en servir dans la rue. Et se dire que s'en servir dans la rue, ça repose sur quelque chose, vous devez être compétent à ce moment-là. Vous ne pouvez pas relâcher votre pratique en vous disant que si vous vous faites attaquer à ce moment-là, vous serez hyper performant. Non, c'est impossible. Il faut rester constant dans sa pratique. Si vous oubliez vos techniques, si vous oubliez d'entraîner votre corps, vos capacités, ça va redescendre. Et donc, l'adversaire aura beaucoup plus de chances d'obtenir, lui, son objectif à lui. Et vous, le vôtre, nada. Donc, il faut garder cette constance de pratique. Se dire que parfois, c'est un peu rébarbatif, c'est un peu pénible, c'est un effort. Mais oui, mais c'est cet effort qui vous permet d'être constant et qui vous permettra peut-être, justement, d'avoir plus de chances qu'un agresseur. En kata, c'est la même chose. En cours, vous êtes en cours, demandez à un élève, tiens, tu vas me faire ce kata. À brûle pour point, comme ça. Il n'est pas au courant, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps dans un dojo. J'ai dit, écoute, ok, il m'a dit, on parlait d'un kata. Je lui ai dit, tiens, vas-y, hop, tu le fais. Il dit, mais je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Ouais, mais justement, tu as tes ceintures noires, tu as un niveau, tu m'en parles, vas-y. Tu dois pouvoir le faire. Si tu ne sais pas le faire, si tu as arrêté de travailler ça, il y a un problème. C'est que tu as arrêté ta constance martiale, tu as commencé à faire des ruptures ou tu as commencé à faire des choix et donc tu travailles quelque chose au détriment d'autre chose. Donc il faut plutôt essayer on va dire, d'aplatir cette ligne pour que tout redevienne un petit peu plus constant et un petit peu plus cohérent. Je sais que c'est très dur, je sais que ça demande beaucoup de travail, ça demande une grande perspective et un grand recul sur ce qu'on peut faire, surtout si on essaie de conserver cet équilibre, et encore plus quand vous enseignez, mais c'est la clé et c'est la base de beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas en cours à prendre 2 élèves et dire tiens, toi tu vas attaquer comme ci, comme ça, toi tu trouves une réponse, à mettre vos élèves, on l'a déjà vu, en questionnement. Dans une partie de constructivisme. Ok, on fait un bunkai, on fait une appli sur telle ou telle chose, où on fait une action de self-défense. Au début du cours, prenez quelqu'un à part, on en parlait parfois dans les derniers tutos du mois de novembre. Prenez à part quelqu'un, toi pendant le cours, tu vas attaquer machin, et tu le mets par terre et tu essaies entre guillemets de le ruer de coups, toute proportion gardée. Et voyez la réaction de ceux qui sont censés savoir, qui sont censés être réactifs. Alors qu'il est déjà cadré dans un dojo avec des élèves, il sait déjà qu'il ne va pas risquer sa vie. Et déjà là, la réaction, souvent, elle est un petit peu aux fraises. Quelqu'un d'hyper intéressant qui a fait ça dans la rue, c'est Greg MMA, qui a attendu certains pratiquants à la sortie de dojo, à la sortie d'école de Krav Maga, et bim, il les a attaqués. Et on voit, la plupart du temps, les réactions, elles sont assez épouvantables. Alors je ne dis pas que j'aurais pu faire mieux, loin de là.
je ne me mets pas au-dessus du lot. Mais je me dis qu'effectivement, travailler juste par pic et relâcher, c'est pas ce qu'il faut faire. Si on veut rester dans cette constance, et la self nous l'apprend, notamment le Krav Maga, les autres cours de self-défense, vous disent voilà, vous devez rester vigilant, constant, prêt à l'action, tout le temps, sur la longueur de votre vie. Si vous sortez de votre cours et que ça y est, tout est beau, tout est rose, la personne qui va vous agresser, elle aura forcément le dessus. Et en plus, avec l'effet de surprise de son agression, elle va forcément avoir encore plus le dessus. Donc, remettons les choses à plat. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Donc, mettez en place des petits exercices comme ça pour vos élèves. Testez-les. Est-ce qu'ils sont encore capables de faire quelque chose là tout de suite? Est-ce que quelqu'un qui a passé un grade il y a 1 ou 2 ans connaît encore ses katas? Est-ce qu'il sait encore faire un travail par deux? Est-ce qu'il sait encore faire une clé? Est-ce qu'elle est faite correctement? Est-ce qu'il sait encore maîtriser? Est-ce qu'il sait encore l'histoire? Posez-lui des questions sur Funakoshi, si vous faites du karaté, sur les origines de vos disciplines. Et vous allez voir que c'est très intéressant de voir que souvent, on atteint son objectif et après, le soufflet retombe. Donc, il faut combattre ça. Allez, passez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao.